Dans cet exemple, je vais essayer de calculer la moyenne, l'écart type et la variance à la main, donc à la calculatrice plutôt. Maintenant, on ne le fait pas fréquemment car on a des outils informatiques, que ce soit les tableurs comme Excel ou des logiciels gratuits comme LibreOffice, OpenOffice qui ont des tableurs également intégrés, et, ou des outils statistiques, Stata, R, StatGraphic ou énormément d'autres logiciels. Donc déjà à la main c'est beaucoup plus long et on a un risque d'erreur qui est assez important parce que si on a je sais pas, 500 données, il faudra prendre donnée par donnée à la main et on sera limité et on aura un risque d'erreur assez gros, assez important. Donc c'est la même chose pour les tests. On peut faire des tests de comparaison de moyenne à la main, donc c'est assez long. Et il y a des tests qui sont également beaucoup plus rapides à la machine, de tête de Wilcoxon, où on va faire un classement par rang. Donc si vous avez 1000 données à classer par rang, du plus petit à la plus grande valeur, c'est vraiment très long. Donc les outils informatiques permettent vraiment un gain de temps. Donc pour en revenir au calcul de la moyenne, de la variance et de l'écart type, ici bon, j'ai deux échantillons, mais c'est très important de savoir que ce sont des échantillons, car ce sont des variables issues, qui suivent d'une loi normale, de moyenne mu A et mu B inconnues, et de variance sigma 2A et sigma 2B inconnues. Donc c'est très important car souvent on a des échantillons qui sont issus d'une population. Alors si on fait globalement, on a une population et souvent on n'a pas accès à toute la population ou on ne peut pas prendre l'intégralité, alors que ce soit pour une question de coût, de temps, et après on a une question aussi de représentativité, c'est qu'à partir d'un certain seuil, l'échantillon donne une bonne idée de la population. Donc c'est pour ça que si on va faire des sondages, on n'interroge pas tous les Français, on prend une partie, et à partir d'un certain seuil, on va considérer qu'il y a peu d'écart. Donc une des règles, c'est que plus l'échantillon sera grand, plus il sera un peu proche de la population. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des échantillons de 5 ou 4 personnes pour estimer une population qui est soit infinie, soit importante. Donc par exemple, si on veut faire des mesures dans un sol, on ne pourra pas avoir toutes les mesures, ça sera impossible, ça va coûter beaucoup trop cher, beaucoup trop de temps. Donc on va se baser sur un échantillon. Et donc c'est un domaine qui s'appelle on va faire de l'inférence statistique, c'est que on a des données pour une population et pour un échantillon. Donc souvent, la moyenne, on la note par des lettres grecques, mu. Après, sigma 2, c'est la variance. Et sigma, c'est l'écart type. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est pour ça que là, on met un carré. Donc moyenne. Donc pour généraliser, on va noter des lettres grecques pour la population. Et sur un échantillon, on va noter, alors ça dépend des notations, mais soit X bar souvent, ou on peut noter M. Donc là, on va noter S carré, et S. Donc en fait, quand on va faire, la plupart du temps, on ne va pas connaître les données de la population, et à partir de l'échantillon, on va estimer. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple pour l'écart type ou la variance, l'écart type ou la variance, pour estimer, on va essayer de l'estimer sans biais. Alors quand on va faire le calcul, on va faire diviser par n-1, l'échantillon moins 1. Donc c'est pour faire une correction sans biais. On pourrait faire par n, mais ce serait une estimation qui ne serait pas corrigée. Donc je vais vous montrer les formules de calcul. Alors, là je vais faire la moyenne. X bar égale 1 sur n, somme des x. Donc il y a vraiment, ou x, il y a vraiment différentes notations et différents types de moyennes à calculer selon les variables qu'on possède. Alors il peut y avoir des moyennes très, très compliquées à calculer, mais là je vais vraiment faire les moyennes arithmétiques classiques. Et après il y en a vraiment d'autres, mais là c'est celle-ci qui sert dans 95 ou 99% des cas. Donc ce qu'on va faire, on va faire la somme des observations, des valeurs,
divisé par le nombre d'observations. Donc là, on a 10 observations. Donc je fais 63 à 47, plus 62, 52, plus, divisé par ma somme, par le nombre n, 10 ici. C'est pour ça qu'on met la somme qu'on a obtenue divisée par n. Donc on peut le faire à la calculatrice. Donc là, j'ai calculé la moyenne pour l'échantillon A. Et juste avec 10 données, au lieu de recopier un 6, j'ai recopié un 8. Donc j'ai refait 2 fois le calcul et j'avais un très faible écart. Mais le risque d'erreur est quand même assez important. Déjà en faisant la formule de calcul, mais aussi en recopiant ces données. Donc c'est important d'être clair et de faire des fois double vérification. Donc là, c'est pour la moyenne de l'échantillon. Donc maintenant, on va passer à la racine à la variance et à sa racine carrée, donc l'écart type. Donc la moyenne, elle a un indicateur un peu de la répartition des données, mais elle n'est pas forcément le meilleur indicateur dans tous les cas, car si on a une moyenne et qu'on a des données, par exemple, assez extrêmes, les données extrêmes vont quand même assez modifier la moyenne, et elle ne sera pas forcément très représentative. Et donc c'est pour ça que certaines fois, il faut utiliser la médiane, qui va couper à 50% les valeurs d'un côté et 50% de l'autre, et qui, dans le cas de quelques valeurs extrêmes qui peuvent complètement fausser un peu les observations, les constatations et les conclusions, la médiane sera plus appropriée. Donc on peut la calculer aussi à la main et sous Excel, et la médiane, mais c'est beaucoup plus simple sous Excel. Donc là, on va passer à la variance. Donc lorsqu'elle est estimée, souvent on met un chapeau mais certains ne le mettent pas. Donc en fait, on va prendre les valeurs et on va les soustraire à la moyenne au carré. Donc je prends ma valeur, je fais la moyenne et je la mets au carré. Donc mettre au carré, c'est intéressant, car ça va éviter d'avoir des chiffres négatifs. Et donc on va faire ça pour chaque donnée. Donc 63, 47, moins 67, 974 au carré, plus... Donc on va faire ça pour faire la somme de chaque des 10 observations. Donc c'est vraiment très très long à la main. Donc je vais vous montrer la technique qu'on peut utiliser sur une calculatrice comme celle-ci. Donc là je pourrais le faire à la main, mais 63, je sais pas si on va... 60 heures, parenthèse, 63, 47, moins la moyenne, 67, plus, et je fais ça sur les 10 valeurs, et après je divise par n-1, donc 10, ici observation, moins 1, 9. Donc il y a plusieurs erreurs qui peuvent se glisser. Donc déjà, si on a fait la moyenne fausse, déjà, si on rentre aussi des calculs en se trompant, en recopiant sur la calculatrice, également, là, si je fais une mauvaise approximation et que je la rapporte 10 fois et que je me sers toujours du calcul précédent, à la fin, on peut avoir des écarts qui peuvent faire valider ou non des tests statistiques. Et alors c'est pour ça que sous Excel, c'est plus intéressant, ou sous un tableur autre. Donc là, on va faire une liste de calculs. Donc là, je vais supprimer mon ancienne liste de calculs. Et là, je vais rentrer mes valeurs.
Donc là, je vais regarder, calculer la variable 1, donc je vais rentrer, et je vais voir si j'ai la même moyenne. Donc 10 valeurs, 67, 974, donc j'ai exactement les mêmes valeurs. Donc là, il va je crois pas qu'il va me calculer la somme, il va me calculer directement l'écart type. Donc il va me faire le symbole, donc, je sais pas si on voit bien. N-1, donc 8, 14 pour l'écart type. Alors, bon, on peut s'amuser à le faire à la main, mais... Donc, la formule de calcul, pour la variance, il y a énormément de façons de l'écrire, mais... donc après, on peut faire également somme des xi en x bar divisé par n-1. Donc là, c'est un sigma, c'est le symbole de la somme. Je vais prendre chaque valeur, ici, xi, c'est le 63,47, moins la moyenne au carré. Donc ça, c'est la somme. Donc on peut l'écrire de différentes façons. Et après, je prends ma valeur et je la mets, je fais une racine carrée avec la calculatrice, donc le symbole, racine carrée. Et lorsque je suis sur l'écart type, je peux repasser sur la variance. Donc la variance et l'écart type vont donner une idée de la dispersion. Mais donc là, ça s'annule. C'est pour ça qu'on fait la racine carrée. Donc en fait, c'est la même chose, sauf que sur la formule, on va mettre une grande racine carrée. Donc les deux, c'est pour regarder la dispersion. Donc généralement, pas tout le temps, mais une partie, si on a des variables qui sont distribuées de façon normale, donc suivent souvent une courbe de Gauss, on a une distribution comme ça, avec une densité, où la plupart des individus vont se trouver autour de la moyenne, et plus on s'éloigne de la moyenne, plus les effectifs sont faibles. Donc là, dans la réalité, ça ne marche pas toujours comme ça ne suit pas toujours une courbe de Gauss, puisque normalement, une courbe de Gauss, une loi normale, donc on va faire quand on va lire sur des tables statistiques, ça va être souvent la normale centrée réduite, c'est-à-dire que la moyenne va être à 0, avec un écart type de 1. Donc on va dire qu'à deux écarts types autour de la moyenne, généralement c'est 95% de la population, à un écart type à peu près 66-68%, donc c'est pas tout à fait 2, c'est 1,96, et après à 3, et donc certaines données de la population ne suivent pas un écart type, pour des concentrations dans le sang ça peut être comme ça peut être malade et sain, dans une population on a deux courbes, donc la courbe dite en cloche de Gauss, c'est une idée pour faire des calculs. Mais là, la courbe de Gauss va tendre vers l'infini de la société. Si on mesure sur un facteur biologique, on n'a pas forcément tout qui va tendre vers l'infini. Donc, c'est pour se faire. Donc, la dispersion, ça va être l'étendue autour de la moyenne. Donc, ce qui est intéressant avec l'écart type par rapport à la variance, c'est que l'écart type va prendre la même unité que la moyenne. Alors que la variance, par exemple, si vous avez, on dit, on a un temps d'attente dans une salle d'attente de 13 minutes et que vous avez une variance de 40, vous n'allez pas faire, à partir de 13 minutes de moyenne, moins 40, être en temps négatif. Alors que là, on va prendre la même unité. Donc ça va donner une idée. On aura quelque chose d'intéressant. C'est qu'on pourra faire le coefficient de variation, donc qu'on appelle CV, coefficient de variation. Donc on va diviser, faire le ratio, qu'on va mettre souvent en pourcentage, le ratio de l'écart type sur la moyenne. Et donc on va avoir vraiment la dispersion. Généralement, lorsqu'on est à moins de 30 ou 15, selon les auteurs en statistique, on va dire qu'on va avoir une population plutôt homogène. Et ça va permettre également de faire des comparaisons entre différents données différentes.
On pourra comparer des données de nature différente, d'unités différentes, et ça va donner une idée du degré de dispersion. Donc on va se servir du coefficient de variation. Donc là, je ne vous fais pas le calcul car c'est assez long, assez fastidieux. Donc on peut faire une liste, on peut le faire également sous Excel. Donc dans une autre vidéo, je vous montrerai comment calculer sous Excel les moyennes, les variances et les écarts types. Voilà pour la vidéo.